Mais là, je vous parlais du Tribunal de Justicia. Au tribunal général, il y a les mêmes formations de jugement, mais c'est un peu différent, tout simplement parce que ce sont des dossiers beaucoup plus techniques, on verra les compétences, et là, vous avez l'immense majorité des affaires qui est jugée par... Ah, il y a eu un geste qui a été fait, non? Il y a un problème? Oh, pardon. Ouh là là. Oui, merci. La plupart des affaires sont jugées par le tribunal général, à peu près 85% par des formations de 3 juges. Donc, vous avez une différence dans la pratique des 2 juridictions entre la Cour et le tribunal, mais qui s'explique d'un côté par la Cour de justice, par le tribunal de Justicia, parce qu'il y a quand même des dossiers qui sont des dossiers beaucoup plus, qui ont une portée donc beaucoup plus grande. Et puis, en revanche, au tribunal général, vous avez beaucoup plus d'affaires extrêmement techniques en matière de concurrence, en matière de fonction publique et autres, qui ne méritent pas autant de juges. Hein. Voilà ce qui explique. Alors, quelle est la répartition des compétences entre ces 2 juridictions ? Comme je vous le disais, pendant très longtemps, pendant plus de 30 ans, il n'y avait qu'une seule juridiction, la Cour de justice, et donc toutes les affaires allaient à la Cour de justice. Mais à partir du moment où on a créé 2 juridictions, il fallait évidemment répartir les contentieux entre ces 2 juridictions, et ceci m'amène à vous parler d'un sujet qu'on reverra demain quand on parlera des États membres devant la Cour de justice, bien sûr, mais qui sont les différentes procédures qui existent, et je crois qu'avant même de parler de la répartition, il faut que je vous dise quelques mots des différentes procédures qui existent devant les juridictions de l'Union européenne. Sinon, évidemment, vous ne comprendriez pas bien. Alors, je dirais, il y a plus que 3 procédures devant les 2 juridictions, mais je crois que les 3 principales à retenir, hein, on ne peut pas parler de tout, s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers, mais il faut retenir qu'il y a 3 procédures principales devant les juridictions de l'Union européenne, enfin disons devant la Cour de justice pour commencer. La première, c'est ce que l'on appelle le recours en manquement, en espagnol, le recurso de incumplimiento. C'est une procédure qui permet de faire condamner les États membres de l'Union européenne qui ne respectent pas leurs engagements, leurs obligations qui découlent des traités, hein, c'est-à-dire la violation des traités, la violation des règlements, la mauvaise transposition des directives dans le droit national, etc. Alors pourquoi avoir prévu une procédure de incumplimiento? Eh bien, ça se comprend assez aisément. C'est parce que on parle souvent de Bruxelles, des 40 000 fonctionnaires, de la technocratie bruxelloise, mais en réalité, c'est un système extrêmement décentralisé. Parce que vous ne pouvez pas diriger, enfin, administrer, si vous voulez, une Union européenne aujourd'hui composée de 27 États membres et je ne sais plus 500 millions d'habitants, enfin 400 ou 500 millions d'habitants, avec 40 000 fonctionnaires. Vous savez qu'il y a autant de fonctionnaires dans l'Union européenne que de fonctionnaires de la ville de Paris. 40 000. Donc, quand on parle de cette technocratie, évidemment, 40 000, ça paraît beaucoup, c'est une ville moyenne, mais en réalité, 40 000, c'est rien. Et donc, en réalité, l'essentiel de l'administration, enfin du droit de l'Union européenne, de l'application du droit de l'Union européenne, ce sont les administrations nationales qui le font. Hein, ce ne sont pas les 40 000 fonctionnaires de l'Union européenne, mais ce sont les millions, ou les centaines de milliers, mais les millions de fonctionnaires des 27 États membres, c'est-à-dire la douane, les fonctionnaires de l'agriculture, les fonctionnaires du ministère des Finances, enfin tous les fonctionnaires que l'on connaît. Donc, c'est sur les épaules des administrations nationales que repose l'essentiel de l'application. En réalité, l'administration directe par Bruxelles est très limitée. Vous avez les aides d'État, hein, c'est tout le domaine des aides d'État, le contrôle des aides d'État, c'est-à-dire les aides accordées par les États membres aux entreprises nationales. Là, c'est un système très centralisé à la Commission européenne à Bruxelles. Et vous avez aussi un système qui est peut-être moins centralisé, mais assez centralisé, qui est en matière de pêche. L'Espagne connaît bien cela, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de contentieux, problèmes de pêche, mais la France aussi. Et donc, c'est un système assez centralisé où des inspecteurs de la Commission européenne montent sur les bateaux, vont dans les ports contrôler le respect de la réglementation. Mais c'est la toute petite exception. Dans tous les autres domaines, l'environnement, les impôts, les taxes, l'agriculture, tout ça, ce sont les fonctionnaires nationaux qui contrôlent
Alors, le problème, c'est qu'ils contrôlent, mais est-ce qu'ils contrôlent bien ? Est-ce que les textes nationaux sont bien, sont suffisamment bien rédigés, sont conformes aux obligations des règlements, des directives, etc. Bref, on comprend bien que si dans un premier temps, c'est aux administrations nationales qu'il revient d'appliquer le droit de l'Union européenne, sur le terrain, si vous voulez, eh bien, il fallait quand même un recours pour éventuellement faire condamner les États qui appliquent mal le droit de l'Union européenne. On verra juste après en quoi ça consiste de mal appliquer le droit de l'Union européenne, mais vous comprenez vite de quoi il peut s'agir. Des textes qui ne sont pas les bons textes, des pratiques locales qui ne sont pas les bonnes pratiques, etc. Vous imaginez, c'est absolument infini le nombre d'hypothèses où un État ne va pas respecter le droit de l'Union européenne. Et donc on prévoit une procédure qui est la procédure de incumplimiento qui existe depuis 1957. Alors, qui peut former un recours en manquement d'incumplimiento contre un État membre, puisqu'encore une fois, le recours d'incumplimiento, c'est uniquement contre un État membre de l'Union européenne. C'est pas contre une institution, c'est pas contre une entreprise. Non, non, c'est contre un État. Un des 27 États. Alors, qui peut faire un recours ? Pas vous et pas moi. Non, non, ça, c'est pas possible. Dans le monde international, vous savez, on ne reconnaît en principe que les États et les organisations internationales. Bien sûr, les particuliers, les personnes physiques et morales sont concernés, mais en principe, les personnes physiques ou morales ne sont pas des sujets du droit international, même si dans l'Union européenne, il y a quand même une grande évolution. Mais en tout cas, retenez qu'on n'a jamais voulu qu'un particulier, une entreprise, puisse attaquer directement un État devant la Cour de justice. Alors, en fait, la possibilité, c'est soit la Commission européenne, la gardienne des traités, comme on l'appelle, la Commission européenne, donc une institution supranationale, indépendante des États, soit un autre État membre. Vous avez, l'Espagne peut attaquer la France, par exemple. En pratique, les États membres n'aiment pas du tout s'attaquer entre eux, n'aiment pas du tout. Ils préfèrent que ce soit la Commission européenne qui le fasse. C'est pour cela que depuis 1957, vous avez eu plus de 3000 recours en manquement introduits par la Commission européenne et vous avez eu une dizaine de recours en manquement introduits par les États. Une dizaine. Et l'Espagne est l'État membre qui a introduit le plus de recours, 2 recours en manquement. 2, eh bien, avec 2, l'Espagne est l'État membre de l'Union européenne qui a introduit le plus de recours contre un autre État. Cet autre État était toujours le même, 2 fois le même, c'était le Royaume-Uni. Donc, puisqu'il n'y a que 2 affaires, je vous en dis 2 mots. S'il y a des questions après, on pourra en reparler. Il y a eu un premier recours qui avait été introduit contre le Royaume-Uni à la fin des années 90. C'était à propos de la taxation du RERES au Royaume-Uni. Le RERES était donc exporté par l'Espagne vers le Royaume-Uni et il y avait une discrimination fiscale, c'est-à-dire que le RERES était plus taxé que le sherry anglais. Et donc, l'Espagne a introduit un recours en manquement contre le Royaume-Uni. Ce recours n'a pas abouti parce que le Royaume-Uni a modifié sa législation et donc l'Espagne a retiré son recours. Donc, c'était finalement une victoire de l'Espagne. Le deuxième recours, politiquement beaucoup plus sensible, ça a été sur les électeurs à Gibraltar. Parce que vous savez que quand en 1973, le Royaume-Uni a adhéré à Gibraltar, il n'y avait pas d'élection du Parlement européen au suffrage universel direct. C'était les députés nationaux, un certain nombre de députés, de parlementaires nationaux qui allaient au Parlement européen. Ça n'est qu'en 1979, les premières élections au Parlement européen au suffrage universel direct, où les électeurs nationaux, vous et moi, avons voté pour élire des députés au Parlement européen. Et donc en 1979, le choix du Royaume-Uni, ça a été de ne pas permettre aux électeurs de Gibraltar de voter. Donc il n'y avait pas de problème. Les électeurs de Gibraltar ne votaient pas, enfin pas de problème en tout cas pour l'Espagne, les électeurs de Gibraltar ne votaient pas. Mais en 1999, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné le Royaume-Uni à propos de l'absence de droit électoral pour les électeurs de Gibraltar, parce que, sans rentrer dans les détails, il y a un premier protocole à la Convention européenne des droits de l'homme où il y a un article 3, et cet article 3, c'est un droit à élire un corps législatif. C'est un terme un peu ancien qui est utilisé. Toute la question était de savoir si le Parlement européen pouvait être considéré comme un corps législatif, au fond comme un parlement. Pourquoi cette question
aujourd'hui évidente qu'il l'était moins il y a 20 ans, c'est parce que, vous savez, pendant longtemps, le Parlement européen avait très peu de pouvoir. Pendant très longtemps, il n'avait que le pouvoir de donner des avis et le Conseil les suivait ou les suivait pas. Il a fallu attendre en réalité le traité de Maastricht pour que le Parlement européen commence à avoir des pouvoirs substantiels. Donc, le traité de Maastricht est entré en vigueur en 1993. Et la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que, compte tenu des nouvelles compétences du Parlement européen, c'est-à-dire ce pouvoir de codécision, de décider, la plupart des textes, à l'époque c'était plus limité, mais de décider avec le Conseil ce qu'on appelait la codécision, qu'on appelle la procédure législative, mais c'est la même chose, c'est-à-dire il faut un accord du Parlement européen et du Conseil pour décider les textes, eh bien la Cour européenne des droits de l'homme a condamné le Royaume-Uni pour avoir donc violé la Convention européenne des droits de l'homme, pour ne pas permettre aux électeurs de Gibraltar d'élire des députés au Parlement européen. Alors, le Royaume-Uni a donc dû déterminer un corps électoral. Et ce corps électoral de Gibraltar, vous savez, contrairement à ce qui est le cas pour la France, pour l'Espagne, pour les pays de droit continental, où la nationalité, c'est quelque chose de très précis, avec des règles extrêmement claires, avec les Anglais, rien n'est jamais clair, on le sait bien. Et surtout en matière de nationalité, vous avez différents types de nationalité, de citoyenneté. Vous avez des choses aberrantes pour un continental. Vous savez que vous avez, par exemple, il existe dans le monde des citoyens britanniques qui n'ont pas le droit de résider au Royaume-Uni. Vous voyez, c'est l'aberration totale pour un Espagnol ou un Français. Vous vous rendez compte ? Un citoyen espagnol qui serait dans le monde et qui n'aurait pas le droit de venir résider en Espagne. Bon, voilà, ça existe avec les Anglais. Mais ils ont dû déterminer un corps électoral à Gibraltar. Et l'Espagne avait considéré que ce corps électoral était trop large. Je ne me rappelle plus précisément, mais trop large. Et c'est pour ça que le Royaume-Uni avait d'abord essayé de convaincre la Commission européenne d'introduire un recours contre le Royaume-Uni. La Commission européenne a refusé, l'Espagne a introduit un recours. Retenez que la Cour de justice a rejeté le recours. Et donc, vous avez quand même l'hypothèse... Vous voyez, on ne peut pas parler des recours d'un manquement d'un État membre contre un autre État membre sans parler de l'Espagne, puisque, encore une fois, l'Espagne, il n'y a eu qu'une dizaine de recours en 60 ans, et l'Espagne en a introduit 2. Voilà. Mais retenez que dans la plupart des cas, vous voyez, à peu près 3000 contre 10, c'est la Commission européenne qui introduit des recours, ce qui n'empêche pas les États membres d'intervenir de temps en temps au soutien de la Commission européenne contre un autre État. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que d'intervenir au soutien ou d'introduire un recours qui est un peu une sorte d'arme atomique, si vous voulez, voilà, donc qui est très rare, mais on ne peut pas, demain, il peut très bien y avoir un recours. Ce serait trop long d'en parler, il y aurait un sujet sur les recours en manquement, mais retenez qu'il peut y avoir demain un recours de l'Espagne contre un autre État ou la France contre un autre État. Voilà, ça peut arriver, mais encore une fois, c'est vraiment extrêmement rare. Alors, donc, retenez, les recours en manquement, c'est un État membre ou la Commission contre un autre État membre. Voilà, donc ça c'est... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un manquement ? Qu'est-ce que c'est qu'un incumplimiento ? Écoutez, tout d'abord, qu'est-ce qui peut être violé ? Quelle norme peut être violée ? Eh bien, écoutez, c'est facile à comprendre. Toutes les normes obligatoires, évidemment. Il faut que ce soit obligatoire. Alors, les traités, évidemment, les traités de l'Union européenne, et puis tous les textes contraignants qui sont adoptés par les institutions européennes. Vous savez qu'il y en a des milliers et des milliers, les règlements, les directives et les décisions. Bon, vous pouvez également avoir une violation éventuelle d'un accord international conclu par l'Union européenne. Vous voyez, l'Union européenne conclut un accord international et la Commission européenne peut considérer qu'un État membre ne respecte pas cet accord international et donc peut engager un recours en manquement. Mais évidemment, l'immense majorité des recours en manquement portent sur des règlements, des directives et des décisions. Ça, c'est la nature de la norme qui peut être violée. Quelle peut être la nature de la violation ? Eh bien, là aussi, c'est très facile à comprendre. Soit ça peut être un texte du droit national qui est contraire au droit de l'Union européenne. Ça, c'est un cas le plus fréquent. Un décret, une directive, un décret, une loi, une décision administrative,
Ça peut être aussi une pratique administrative. Une pratique, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Il n'y a pas vraiment de texte, mais il y a une pratique. Il y a des circulaires internes de l'administration, éventuellement, et on peut très bien imaginer qu'un État soit condamné pour une pratique. Dommage, nous n'avons pas le temps, mais s'il y a une question, j'y répondrai dans la demi-heure sur la question des fraises espagnoles, quand la France avait été condamnée pour une affaire de fraises espagnoles. Voilà, vous pourrez m'interroger sur une pratique qui a été condamnée, mais je n'ai pas le temps dans le cadre de la petite heure qui m'est accordée, mais s'il y a une question, j'y répondrai. Évidemment avec plaisir, mais vous pouvez aussi avoir, ça c'est évidemment terrible, vous pouvez très bien imaginer que la constitution d'un État soit contraire aux droits de l'Union européenne, et cela pose évidemment un problème, vous imaginez absolument d'un point de vue juridique et d'un point de vue politique absolument terrible, qui est l'hypothèse où une disposition de la Constitution nationale serait considérée par la Cour de justice comme contraire aux droits de l'Union européenne. Et évidemment, cela mettrait l'État dans une situation extrêmement délicate, entre d'un côté sa Cour constitutionnelle et de l'autre côté ses engagements, la Cour de justice de l'Union européenne. Là aussi, on ne peut pas, heureusement c'est rarissime, mais c'est un cas tout à fait possible. La Cour de justice a jugé depuis très longtemps que la primauté du droit de l'Union européenne sur le droit national valait pour toutes les normes du droit national, y compris les normes les plus élevées, y compris donc la Constitution nationale. Mais vous savez, la même chose peut se produire à Strasbourg avec la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Alors, on n'a pas le temps sur la procédure de comment se passe la procédure en manquement, mais retenez que c'est une procédure en fait en deux temps. Vous avez une procédure précontentieuse, c'est-à-dire la Commission européenne ne va pas aller directement devant la Cour de justice. On commence par une procédure précontentieuse et l'immense majorité des affaires s'arrêtent avant. C'est pour ça que quand je vous disais, il y a eu à peu près 3000 recours en manquement. N'imaginez pas qu'il y a eu 3000 procédures. Il y en a eu plus de 15 000. En réalité, parce que dans les 3/4 des procédures, la procédure s'arrête avant même que la Commission européenne saisisse la Cour de justice, puisqu'en général, l'État membre a préféré se mettre en conformité. Parfois, il arrive à convaincre la Commission européenne, ça arrive. Enfin, dans la plupart des cas, c'est l'État membre qui accepte de changer ses textes pendant la procédure précontentieuse. Et donc, retenez que dans à peu près les 3/4 des cas, il n'y a même pas besoin pour la Commission européenne de saisir la Cour de justice, puisque la procédure s'est arrêtée avant. La Commission interrompt la procédure quand l'État s'est mis en conformité, ou parfois, quand il arrive, l'État membre est arrivé à convaincre. En fait, ce qui se passe bien souvent, c'est que la Commission européenne va avoir 10 reproches, 10 griefs, et l'État membre va réussir à convaincre sur 5, 6, 7 griefs, et il en restera 3, et pour les 3, il faudra se mettre en conformité. Disons qu'il y a un véritable dialogue, c'est pas du tout un dialogue de sourds, c'est un véritable dialogue. En fait, vous savez, la Commission européenne, elle est à Bruxelles, elle reçoit des plaintes, et elle demande dans un premier temps, vous savez, ça se passe de manière très informelle. La Commission européenne reçoit une plainte. Évidemment, elle ne prend pas pour argent comptant tout ce que peut raconter une entreprise, une association. La première chose qu'elle va faire, c'est de dire « j'ai reçu une plainte qui me dit ça, quelles sont vos observations ?» Donc, parfois, ce sont des plaintes qui n'ont absolument pas lieu d'être, si vous voulez. Il ne faut pas s'imaginer que tout est violation du droit de l'Union européenne. Vous avez des associations, des entreprises qui vont se plaindre, et la Commission européenne va d'abord elle-même peut tout de suite comprendre que cette plainte ne tient absolument pas la route, ou elle peut attendre la réponse de l'État membre qui va lui expliquer pourquoi cette plainte est tout à fait infondée. Mais évidemment, dans beaucoup de cas aussi, la plainte mérite en tout cas un examen supplémentaire. Et voilà dans cette procédure. Donc ça, c'est la procédure de recours en manquement. C'est donc l'une des 3 procédure principale qui est évidemment tout à fait particulière, puisque en droit espagnol et en droit français, il n'y a pas de recours en manquement contre un État. Il y a possibilité de faire des recours, évidemment, contre les textes de l'État espagnol, mais ce n'est pas la même chose. Là, vous avez une procédure internationale, où une institution, dans la quasi-totalité des cas, supranationale, indépendante, qui est la Commission européenne, décide de poursuivre un État devant la Cour de justice. Voilà, donc. Ça, c'est la première procédure.